Nicolas Fouquet incarne mieux que quiconque la grandeur et la tragédie du pouvoir sous Louis XIV. Originaire d'une famille de bourgeois ambitieux, il gravit un à un les échelons de l'administration royale jusqu'à devenir le maître des finances du royaume et l'homme le plus fastueux de son temps. Brillant, charmeur, visionnaire, il symbolise l'audace et le génie d'une France en pleine reconstruction après la Fronde. Mais cette ascension fulgurante porte en elle les germes de sa perte. Son éclat offense le roi, son indépendance inquiète la cour, et la magnificence de son palais de Vaux-le-Vicomte éveille la jalousie royale. Sa chute sera aussi brutale que son ascension fut rapide. À la conquête de l'histoire. À 46 ans, Nicolas Fouquet incarne la puissance et la séduction. Son visage allongé et fin, ses lèvres sensuelles surmontées d'une fine moustache, son regard à la fois caressant et légèrement sournois, évoquent un seigneur florentin de la Renaissance. Cet homme fascinant porte en lui l'ambition démesurée d'une famille qui a su gravir tous les échelons de la société française. Les Fouquet représentent l'archétype de ces dynasties bourgeoises qui transforment progressivement leur fortune marchande en pouvoir politique. Issus d'une riche famille de marchands de draps angevins, ils se sont peu à peu agrégés en monde de l'office et de la robe, avant de servir directement le roi. Cette ascension obéit à une logique clanique implacable. Le groupe pousse ses éléments les plus doués vers les sommets, et ceci en retour facilite l'ascension sociale de l'ensemble de la famille, y compris les membres les moins brillants. François Fouquet, père de Nicolas, illustre parfaitement cette stratégie familiale. Maître des requêtes, il devient l'un des nobles de confiance de Richelieu. La famille s'invente même une ascendance nobiliaire mythique, avec les Fouquet des Moulins Neufs, et adopte une devise qui traduit son ambition inassouvie. Quo non ascendet. Jusqu'où ne montera-t-il pas? Cette devise, associée à l'écureuil, le Fouquet en patois de l'Ouest, devient le symbole de leurs armes parlantes. Né en 1615, Nicolas est le second fils des 15 enfants de François et de Marie de Maupeou. Intelligent, travailleur, brillant, souple et charmeur, il possède toutes les qualités nécessaires pour prendre la tête du clan familial. Sa carrière commence comme avocat, puis il devient conseiller au Parlement de Metz, maître des requêtes, intendant dans diverses provinces avant d'être promu à la généralité de Paris. Le tournant décisif survient en novembre 1650 lorsque, soutenu par Mazarin, il achète la charge de procureur général du Parlement. Ce poste éminemment politique fait de lui l'homme du roi au sein de la turbulente assemblée parlementaire. Durant la Fronde, il s'acquitte de ses fonctions avec une habileté remarquable, servant d'intermédiaire entre les partis tout en demeurant l'un des plus fermes soutiens du pouvoir royal. En février 1653, à la mort du surintendant Lavieuville, Mazarin choisit Fouquet pour exercer cette charge cruciale. L'état des finances royales présente alors un tableau dramatique. Depuis la quasi-banqueroute de 1648, les bailleurs de fonds ont perdu confiance dans la signature de l'État. Les campagnes militaires continuent et les désordres politiques aggravent la situation. La pénurie tragique d'espèces monétaires due aux faibles arrivages d'or et d'argent d'Amérique engendre un resserrement du crédit qui paralyse l'économie du royaume. Pourtant, malgré cette conjecture désespérante, Fouquet accomplit des prodiges financiers. Son maître mot devient la confiance. Pour obtenir du crédit, il faut respecter les contrats, tenir sa parole, payer à bonne date, gages, rentes et intérêts.
Risquant sa fortune personnelle et prélevant sur les biens de sa femme, il parvient à obtenir des financements là où le roi, démuni, serait incapable de lever le moindre denier. Ceci révèle l'étendue de son réseau d'influence et sa capacité d'organisation exceptionnelle. Le système financier de l'époque génère des pratiques ambiguës qui mélangent services publics et intérêts privés. Fouquet, agissant simultanément comme responsable politique et financier privé, considère qu'il rend service au roi et qu'il est naturel d'y trouver son compte. Cette imbrication malsaine des fonctions mène à des abus dangereux, mais généralisés. Pour remplir sa mission, le surintendant doit consentir au trésor royal des prêts à taux usuraires, prendre certains droits fermes sous des noms supposés, manipuler les créances de l'État. Ces pratiques, que Mazarin et Colbert utilisent également sans vergogne, trouvent leur justification dans le soutien au crédit public. Contrairement à la légende propagée par ses ennemis, Fouquet ne s'enrichit pas personnellement. Au moment de son arrestation, il compte 500 créanciers, et son passif dépasse légèrement son actif. L'argent lui file entre les doigts, mais cela ne l'empêche pas d'afficher une opulence choquante qui suscite jalousie et calomnie. Son influence lui permet de devenir un mécène exceptionnel, protecteur des arts et des lettres. Il vit entouré d'un cénacle d'érudits, d'auteurs et de savants. Il pensionne Bois-Robert, Gombauld, Scarron, Mademoiselle de Scudéry, protège Corneille, Molière, Saint-Évremont, La Fontaine. Véritable découvreur de talent, il révèle avec la construction du château de Vaux-le-Vicomte des artistes de premier plan, comme Levaux, Lebrun, Puget, Girardon ou encore Lenôtre. En 1657, craignant une disgrâce soudaine de Mazarin, Fouquet élabore le fameux projet de Saint-Mandé, un plan d'action confus que ses amis pourraient suivre pour obtenir sa libération. Ce brouillon, qui lui sera reproché comme crime de lèse-majesté, révèle une imagination inquiète, où il s'improvise stratège et fait manœuvrer sa famille, ses relations et ses obligés comme une garde prétorienne. Ses alliés principales sont la marquise du Plessis-Bellière et la marquise d'Asserac, qui lui sert de prête-nom pour diverses opérations immobilières en Bretagne. En cas de menace, les places de Concarneau et de Ham, l'îlot de Tomblaine, doivent se mettre en défense, tandis que ses pensionnés organiseraient la résistance en province ou demanderaient l'aide de la reine. Progressivement, Fouquet se constitue un véritable réduit breton, allant du golfe du Morbihan à l'arrière-pays nantais. En 1658, il acquiert Belle-Île pour 1,3 million de livres, qui doit lui servir de point de repli en cas de coup dur. En attendant, cette base maritime lui sert à projeter ses opérations commerciales vers les Antilles, où il négocie l'achat de Sainte-Lucie pour son propre compte. Sans doute Fouquet n'était-il pas un factieux. Ce mondain délicat ne rêva jamais de fomenter une rébellion ni une guerre civile. Sa stratégie était purement défensive. Il voulait être une force avec laquelle Mazarin, puis son successeur, devraient compter. Dans sa quête d'information, il avait truffé la cour d'espions. Le plus étonnant est que cet homme, si bien informé, ne verra pas venir sa chute. Trop confiant dans ses capacités, soigneusement dupé par le roi et par Colbert, il tombera dans les pièges que ceux-ci lui prépareront et que pourtant, des rapports secrets lui signalaient avec insistance. Intéressons-nous maintenant à Colbert. Jean-Baptiste Colbert présente un contraste saisissant avec l'élégant Fouquet. Les portraits de Mignard et de Philippe de Champaigne révèlent un visage bourru, aux traits durs, au menton volontaire, aux sourcils épais, dépourvu de tout éclat rêveur. Tout respire la solidité, la pesanteur, l'autoritarisme. Surnommé Le Nord par Madame de Sévigné, il est décrit comme brutal, hautain, insociable, d'une froideur glaciale. Derrière cet abord rebutant se cache pourtant une intelligence remarquable, une ambition peu commune et une passion dévorante d'agir et de servir. Technocrate méthodique, patient et tenace, il possède le goût inné de l'économie et du travail bien fait,
Il exprime des vues de bon sens avec clarté, une précision et une concision remarquables. Prototype du grand serviteur bourgeois de l'État. Contrairement aux légendes, Colbert n'est pas un self-made man, mais le produit d'un clan déjà puissant de grands merciers, négociants internationaux, banquiers et traitants. Sa famille illustre parfaitement les mécanismes de promotion sociale. Mariage endogamique, utilisation de l'Église pour caser les cadets en évitant de disperser la fortune familiale, insertion progressive dans le jeu politique par l'office. Né en 1619 à Reims, Jean-Baptiste est le deuxième fils des 18 enfants de Nicolas Colbert et Marie Pussort. Il reçoit une formation diversifiée. Études à Reims, apprentissage chez un banquier lyonnais, puis chez un notaire parisien. Il passe ensuite chez François Sabatier, trésorier des partis casuels, avant d'entrer au secrétariat d'État à la guerre, où se trouve son cousin Jean-Baptiste Colbert de Saint-Pouange, alors chef du clan Colbert. Sa carrière dans le domaine militaire, souvent oubliée, lui donne une expertise précieuse dans les problèmes d'intendance qui lui permettra plus tard de rivaliser avec Louvois. Ayant acquis un office de commissaire des guerres et un brevet de conseiller d'État, il s'introduit dans le milieu des munitionnaires par son mariage avec Marie Charon, issue d'une famille de trésoriers militaires. En mars 1651, Letellier accepte de se séparer de Colbert et le Rémois passe au service de Mazarin. Ses fonctions d'intendant de Mazarin lui donnent un rôle occulte considérable et lui permettent d'approcher tous les grands acteurs politiques du temps. Les premières années, Colbert entretient des relations cordiales avec Fouquet. Mais son ambition grandissante dégrade progressivement ses rapports. L'intendant de Mazarin, aspirant à prendre la place de son rival, exploite tout ce qui peut nuire à sa réputation. Il orchestre les attaques malveillantes et les campagnes de diffamation qui incitent plusieurs fois le surintendant à offrir sa démission. Démission à chaque fois refusée par Mazarin qui le trouve trop utile. À la mort du cardinal, Colbert se trouve dans une position stratégique idéale. Suffisamment modeste pour ne pas inquiéter le roi, mais assez au courant des affaires du royaume pour jouer le rôle indispensable du conseiller qui guide en coulisses, sans paraître sur scène. Cette position lui permet de préparer méthodiquement la chute de Fouquet, qui est trop confiant dans ses capacités et soigneusement dupé par le roi et son futur ministre. Ainsi se dessine le portrait de deux hommes au tempérament opposé, représentant deux conceptions différentes du service de l'État. L'une brillante et séductrice, mais marquée par les ambiguïtés de l'époque, l'autre austère et méthodique, préparant déjà les transformations administratives à venir. À la mort du cardinal Mazarin en 1661, le paysage politique français se trouve à un tournant décisif. Le ministre défunt a recommandé 4 hommes au jeune Louis XIV, Colbert, Letellier, Lionne et Fouquet. Mais non sans exprimer des réserves particulières concernant ce dernier. Cette méfiance posthume scelle déjà le destin du surintendant des finances. Dès le jour même de la disparition du cardinal, Louis XIV nomme Colbert intendant des finances avec une mission précise, éplucher minutieusement les comptes de Fouquet. Le roi organise rapidement un entretien approfondi avec son surintendant. Fouquet, dans un moment de sincérité qui lui sera fatal, reconnaît les expédients peu orthodoxes qu'il a utilisés pour financer l'insupportable fardeau de la guerre. Il promet de revenir à plus de rigueur, espérant ainsi conserver la confiance royale. Louis XIV le rassure par de belles paroles, lui donne quitus de sa gestion passée et l'admet même au conseil d'en haut. Pour éprouver ses talents diplomatiques, il lui confie plusieurs missions confidentielles, notamment un projet d'aide secrète contre l'Espagne. La réussite de ces missions encourage Fouquet à rêver de devenir le successeur de Mazarin. Mais c'est sans compter l'ambition redoutable de Colbert. L'ancien homme à tout faire du cardinal se trouve dans une position délicate.
Au moment où l'on procède à l'inventaire de la fortune considérable du défunt cardinal, il faut jeter un voile pudique sur ses origines douteuses. Colbert lui-même, fragilisé par la disparition de son maître, a amassé une fortune aussi importante qu'inexpliquée. Il risque d'être mis en cause et contraint de rendre des comptes sur son propre passé. Dans cette situation périlleuse, Colbert comprend qu'il doit attaquer préventivement en désignant un bouc émissaire. Et quel meilleur candidat que ce prodigue Fouquet, dont le mode de vie fastueux constitue une insulte à la misère des peuples. Cette stratégie lui permet non seulement de détourner l'attention de ses propres malversations, mais aussi de faire appliquer par le roi ses propres idées sur la réorganisation des finances et l'assainissement des comptes, idée que Mazarin avait refusé d'adopter. Colbert déploie une stratégie méthodique. Il commence par mettre à la disposition du roi les quelques millions en liquide que Mazarin avait entassés dans les caves de Vincennes. Ces nouvelles fonctions d'intendant des finances lui permettent d'instiller dans l'esprit royal le doute sur l'honnêteté de Fouquet. Le 4 mai, le roi, enfin convaincu, consent à ôter la surintendance à Fouquet une fois les derniers financements du trimestre bouclés. Mais ce résultat s'avère insuffisant pour Colbert qui vise l'emprisonnement de son ennemi. À la fin avril, il a demandé à son cousin Charles Colbert de Théron, gouverneur de Brouage, de se renseigner sur les travaux de fortification entrepris par Fouquet à Belle-Île. L'île étant interdite aux étrangers, Théron y envoie des espions déguisés en pêcheurs ou en ouvriers. Les informations recueillies s'avèrent des plus inquiétantes. Fouquet entretient une garnison de 200 hommes. La citadelle est armée comme une place de guerre avec 400 canons, 5 mortiers, des armes, des bombes et des munitions achetées en Hollande. On travaille jour et nuit aux fortifications, et les habitants du pays montent la garde à tour de rôle. Vers la mi-juin, ce rapport détaillé accompagné d'un plan des ouvrages arrive sur le bureau de Colbert qui s'empresse de le montrer au roi. La preuve semble faite qu'aux malversations financières s'ajoute le crime de lèse-majesté. Louis XIV ne peut tolérer une telle mainmise sur l'appareil d'État. La personnalité du fastueux ministre, son art de vivre, sa grâce d'écureuil agile et son ambition démesurée finissent par l'irriter profondément. Le roi a une raison supplémentaire de faire cette arrestation. Depuis la mort de Mazarin, il souffre de ne pas être pris au sérieux. On doute de son application et surtout de sa persévérance. Son envie de se passer de Premier ministre passe pour un caprice de jeune homme. L'élimination de Fouquet et de son groupe de financiers attesterait de façon spectaculaire sa volonté de rompre avec un passé de désordre, de laxisme et de corruption. Fouquet commet alors une série de fautes tactiques qui précipitent sa chute. Ayant eu écho d'une entrevue à Dampierre entre Anne d'Autriche et Colbert, il ose reprocher à la reine-mère, qu'il avait pourtant toujours protégée, d'être allée chez ses ennemis. Sa seconde erreur concerne l'affaire des galères de Méditerranée. Fouquet fait verser 200 000 livres au marquis de Créqui pour qu'il achète discrètement la charge de général des galères. Cette manœuvre, qui semble compléter son plan de défense navale, parvient aux oreilles du roi. Troisième erreur fatale, ses tentatives d'approcher mademoiselle de Lavallière, la nouvelle maîtresse du roi. Par ses espions, Fouquet apprend que Louis XIV courtise cette demoiselle d'honneur. Ne comprenant pas que cette jeune fille de 17 ans follement éprise du roi n'est ni une courtisane ni une intrigante, il lui propose de l'argent pour qu'elle lui serve d'espionne. Fièrement, la jeune fille fait répondre que 20 millions ne lui feraient pas commettre un faux pas. Le soir même, gênée et tremblante, elle se plaint à son amant royal. Cette atteinte à sa vie privée éclaire la terrible vindicte du roi, et l'acharnement implacable qu'il mettra à vouloir abattre Fouquet. Fouquet, homme fatigué et torturé par la malaria, ne soupçonne pas le piège qui se referme. Le roi, parfait comédien, lui fait comprendre que sa démission du poste de procureur général du Parlement lui permettrait de réorganiser cette institution. Fouquet y voilà la promesse d'une prochaine promotion et tombe dans le guet-apens tendu par Colbert. Cette charge,
le rendait pourtant justiciable de ses pairs, donc quasiment invulnérable. Le surintendant la vend début août pour une somme de 1 400 000 livres. Pendant ce temps, la cour installée à Fontainebleau vit dans un tourbillon de plaisir. Fouquet, voyant ce vigoureux garçon participer aux amusements de la jeunesse, ne peut imaginer qu'il dissimule une telle détermination politique. La vision du prince de Condé, le plus enragé des frondeurs en train de servir des rafraîchissements au roi, aurait cependant dû le faire réfléchir sur la place que la monarchie triomphante entendait réserver aux grands, désormais réduits au rang de domestiques. Colbert, plus psychologue, a compris le caractère jaloux et susceptible du jeune maître, sa passion pour la gloire et la politique. En août 1661, Fouquet invite le roi à une collation dans sa maison de Vaux-le-Vicomte. La réception du 17 août constitue une étrange apothéose, une suprême folie. Le roi arrive accompagné de toute la cour. Il y a un ballet, une loterie, un souper servi à 3000 personnes, la représentation des Fâcheux de Molière et un feu d'artifice. Fouquet croit habile d'offrir son domaine au roi, mais le château et ses merveilles avivent la jalousie de Louis XIV. Alors que ses propres demeures sont vides, comment ne se sentirait-il pas humilié d'avoir à admirer la splendeur d'un sujet ? La gorge nouée, il prend congé de son hôte en déclarant à sa mère : « Ah, madame, est-ce que nous ne ferons pas rendre gorge à tous ces gens-là » Le 5 septembre 1661, jour anniversaire de Louis XIV qui fête ses 23 ans, Fouquet est arrêté à la sortie du conseil par d'Artagnan. Il se rend sans difficulté, déclarant même être persuadé d'être dans l'esprit du roi mieux que personne. Quelques instants plus tard, le roi annonce triomphalement l'arrestation à la cour. Il assoit définitivement son autorité. La mort de Mazarin avait été accueillie par l'opinion avec un immense soulagement. L'élimination du surintendant fut perçue comme le second acte de cette révolution royale de 1661. En 2 ans, tout semblait avoir basculé. Le retour de la paix, la disparition d'un cardinal étranger, la suppression du ministériat et de la surintendance, la poursuite des financiers voleurs, le gouvernement direct du roi légitime et sacré, oint du Seigneur. Mais comme souvent, les attentes dépassèrent la réalité. Le procès de Fouquet constitue une parodie de justice menée sans respect des règles élémentaires de la défense. Les irrégularités sont innombrables. Falsification des inventaires, détournement de pièces capitales, faux sur les registres, subornation de témoins. Pourtant, Fouquet se défend avec une ardeur insoupçonnée, chargeant Colbert et dénonçant les faussaires. Il trouve des soutiens inattendus, notamment des gens de lettres comme Madame de Sévigné, La Fontaine et Pélisson. Une opposition sourde et diffuse au régime se développe de 1662 à 1665. En 1664, l'opinion s'est retournée et soutient clairement le ministre déchu. Louis, adulé en 1661, vécut avec cet épisode la fin de son état de grâce. Fouquet, lui, finira ses jours en prison, au donjon de Pignerol, où il mourra en 1680. Les vaisseaux, les flûtes et la frégate acquis par le surintendant furent incorporés à la marine royale. Les statues de Vaux-le-Vicomte allèrent peupler les jardins de Versailles. L'atelier de tapis créé par Nicolas Fouquet au village de Mincy fut transféré à Paris et devint la manufacture royale des Gobelins. Lebrun, Levaux, Lenôtre passèrent au service du roi. La famille Fouquet est dispersée en province, victime de la dure loi des clans. Comme le dira Bussy-Rabutin, déplaire au roi ou avoir tort, c'est la même chose. La disgrâce de Fouquet marque un tournant décisif dans l'histoire politique du XVIIe siècle. En abattant son ministre le plus puissant, Louis XIV met fin à l'héritage du ministériat, instauré par Richelieu et Mazarin.
Désormais, plus aucun homme ne fera écran entre le roi et le gouvernement du royaume. L'arrestation du surintendant ouvre la voie à une réorganisation complète de l'administration financière et à la centralisation du pouvoir entre les mains du souverain. À partir de 1661, le règne personnel de Louis XIV commence. L'autorité du monarque devient la clé de voûte d'un État désormais entièrement soumis à sa volonté. Merci à tous les tipeurs et aux membres YouTube qui soutiennent mon travail, et à bientôt pour le prochain épisode.